Bonjour, je suis Ambeline Becker, fondatrice de Nous, coach et mentor. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à passer à un autre niveau de conscience et d'accomplissement. Je leur permets de s'aligner à leur pourquoi, afin d'en faire un levier de réussite. Mais chez ces leaders qui changent le monde grâce à leur entreprise, j'ai trop souvent constaté un abandon de leur intégrité, de leurs besoins. Ils ou elles s'oublient pour choisir la performance financière de leur entreprise. Alors j'ai décidé de leur redonner la parole, parce que je sais que leur entreprise peut aussi être un chemin d'éveil. Et s'il n'y avait plus à choisir entre la réussite économique et la sérénité, entre la création de valeur et la transformation de soi. Pendant 1 heure, je vous invite à prendre un chemin de traverse là où l'entrepreneuriat révèle aussi une mission de vie. Pour ce nouvel épisode, j'ai la joie d'accueillir Gwenaëlle Gonzalez, qui est connue dans le milieu de l'entrepreneuriat comme une des fondatrices de Nuo, un acteur majeur sur le marché des cosmétiques bio et naturels qui a été créé en 2015 et qui à ce jour compte une 30aine de salariés et a atteint 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Mais dans cette conversation, nous allons découvrir que Gwenaëlle est passionnée par les chevaux, qui sont à l'origine de sa dernière entreprise, Lusitano Sélection, dont elle nous parle beaucoup dans cette conversation. Elle raconte également comment sa vie d'entrepreneur lui a permis de devenir la femme qu'elle est aujourd'hui, avec tous les hauts et les bas qu'elle a pu traverser. Elle parle de sa passion pour le cheval et du parallèle avec l'entrepreneuriat, de ses prises de conscience à propos de la santé mentale du chef d'entreprise ou du créateur de valeur, comme elle le dit, de toute la pression qu'elle a pu se mettre pendant 8 ans et qui l'ont amenée à avoir quitté Nuo en fin d'année 2022. Donc elle nous raconte également tout ça. On parle aussi de toutes les illusions, des dérives de l'entrepreneuriat, ce pourquoi ce podcast existe aussi d'ailleurs. On aborde le rapport à l'argent, le danger de l'emprise de l'argent, l'importance de le faire circuler, de le mettre au service de plus grands, contrairement à certains discours d'entrepreneurs. Et puis la notion de liberté. Pour Gwenaëlle, entreprendre, c'était symbole de liberté. Et elle nous raconte ce réel apprentissage qu'elle tire de son expérience d'entrepreneur à propos de liberté et ce qu'elle souhaite créer aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique écoute. Bien évidemment, vous le savez, vos retours, vos commentaires, vos partages, vos 5 étoiles sont précieux pour nous. Merci de contribuer à ce podcast de cette façon. Et puis, si vous souhaitez contacter Gwenaëlle ou moi-même, vous retrouvez dans la description toutes les façons de nous contacter. Je vous souhaite une magnifique écoute. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Ambeline. Un grand merci d'avoir dit oui à mon invitation pour créer cette conversation ensemble. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec toi sur cette discussion et ce podcast. Alors, comme je le disais en introduction, pour te présenter déjà, et même avant de te présenter, est-ce que tu aimerais dire où est-ce que tu es maintenant pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement? Alors là, je suis dans ma maison. Je suis dans la partie dédiée maison d'hôte de chez moi, donc à l'étage, un grand étage sous comble avec vue sur l'étang du domaine. Parce qu'en fait, on a notre maison et la maison d'hôte en Sologne, donc dans 10 hectares de forêt. Donc voilà, ça me ressemble bien. C'est le côté nature, c'est très bien. Donc voilà où je suis aujourd'hui. Magnifique, et puis on peut bien t'imaginer. En tout cas, moi, je t'imagine très bien. Bon, après, je triche, je connais un peu les photos du domaine aussi. On mettra d'ailleurs tous les liens de toutes tes entreprises dans la description de ce podcast. Et je le disais en introduction avant de te retrouver, qu'effectivement, tu étais multi-entrepreneur, serialpreneur, comme on dit, déjà à l'âge de 30 ans. C'est ça. Tu as un parcours qui est extraordinaire, qui, en tout cas, moi, personne qui m'inspire beaucoup aussi. Alors, les gens te connaissent par Nuo, dont on va certainement parler aujourd'hui, mais il n'y a pas que Nuo il n'y a pas eu que Nuo dans ta vie.
Est-ce que tu Non, aimerais nous exactement. partager voilà, un peu les moments clés ou les étapes clés de ton parcours? Oui, bah avec plaisir. Je vais essayer d'être synthétique parce que sinon on est là pour 2, 3 jours facilement. Non, non, je plaisante. Les grands moments clés de ma vie. Bon, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été à la fois très ambitieuse et puis à suivre mes envies et mes instincts. Donc toute ma vie sur 30 ans, ça a été ça, mes envies, mes instincts en permanence. Donc moi, j'ai fait une prépa et pour intégrer Sciences Po que j'ai eu au concours. Et moi, à la base, depuis que j'étais au début du collège, je voulais faire magistrature. Donc rien à Hmm. voir. C'est pas du tout ce qui m'attendait parce qu'en fait, je me suis dit que finalement, ça allait être compliqué de rentrer dans un moule. Ça me correspondait pas. Et en fait, je pense que le tournant de ma vie, ça a été de partir à l'étranger pendant ma 3e année à Sciences Po, parce en tant qu'étudiant Sciences Po, on doit tous partir à l'étranger et on a le choix entre Erasmus et un stage professionnel à l'étranger. Et tous mes amis partaient en Erasmus ou en ambassade en Australie, en Amérique latine, aux États-Unis, etc. Et moi, j'ai fait 15 heures de voiture et je suis partie au Portugal. Voilà. Donc, c'est très bien pour aller travailler dans les chevaux, dans l'univers du cheval lusitanien, qui est là, les chevaux, c'est le grand amour de ma vie et le lusitanien également. Et donc, je suis partie pendant un an travailler au milieu des chevaux, voilà, dans un élevage et puis aussi dans le tourisme. Et Hmm. ça a été un moment décisif parce que c'était un moment où je suis devenue très indépendante et où je devais me débrouiller toute seule. Je parlais très mal anglais, je parlais pas un mot de portugais. Et où là, je me suis dit, bon, va falloir quand même te débrouiller. Et parce qu'avant, je l'étais pas du tout. Et je stressais rien que pour un appel à EDF, ce qui est compliqué quand même. Hmm. Voilà. Hmm. Et ça a été le grand déclic de ma vie. Et c'est d'ailleurs à la fin de mon année au Portugal que j'ai eu l'idée de Nuo. Et je suis revenue en France avec cette idée que j'ai portée sur un concours d'étudiants entrepreneurs. C'était, quand j'y pense quand même, cet enchaînement, il est un peu fou. Et puis, ben voilà, à la fin de ma 4e année, la société était juridiquement créée et voyait le jour commercialement, donc avec mes deux associés, Maxime et Julie, en novembre 2015, alors que j'étais encore étudiante pendant une année de césure. Donc ça, c'est Hmm. voilà le grand départ de ma vie entrepreneuriale. Mes parents ont pas compris ce que je faisais. Déjà, ils ont eu peur que je reste vivre au Portugal. Après, je reviens avec une entreprise de e-commerce dans les cosmétiques bio et naturels avec une box beauté. Donc, ça paraissait complètement fou. Et puis, et voilà. Et après, donc, ça a été 7 ans de vie entrepreneuriale avec Nuo. Ben, 7 ans de vie pendant lesquels, pardon, on a recruté, on a référencé des dizaines et des dizaines de marques, on a envoyé des dizaines, des centaines de milliers de colis. Ça a été incroyable. Ça a été une expérience juste folle. Et je dis toujours que ce que j'ai appris, c'est la résilience. C'est un mot un peu galvaudé que tous les politiques utilisent aujourd'hui, mais qui pour moi fait vraiment sens. Et en fait, j'ai quitté ma société en novembre dernier, donc c'est tout récent. Hein. Ouais, c'est tout frais. Hmm. Ça fait 3 mois à peine, parce que j'avais envie d'aller dans d'autres projets, parce que voilà, je suis plus un profil très très créatif, instinctif. Je m'ennuie très vite aussi. Hmm. Et je m'étais toujours dit que l'année de mes 30 ans, je quitterais la société, qu'elle soit vendue ou un autre schéma, pour aller dans d'autres projets et aussi après avoir mené les projets qui me tenaient à cœur à bout, à savoir, ben là le digital c'était bien, c'était lancé, c'était bon. On avait énormément de marques, hein, quasiment 170. Wow. Hmm. Le projet boutique, donc avec 6 boutiques aujourd'hui et bientôt 7.
Et le lancement de la marque propre, voilà, de la marque Nuo qui a vu le jour l'année dernière, donc au moment où je quittais Nuo, voilà, qui a été un super succès. Donc voilà, je me disais qu'après tout ça, je pouvais y aller. Entre-temps, il y a eu aussi des passages télé, un livre écrit où j'ai eu quelques petites nuits blanches. Voilà, plein d'épisodes complètement fous. Mais voilà, c'était le moment pour moi de partir. J'en avais envie, j'en avais besoin. Ça a été quand même très difficile. Alors, pas difficile dans le sens où j'étais meurtrie de partir, triste de partir. Non, pas du tout. Ce qui a été difficile pour moi, ça a été de passer de quelqu'un, donc j'étais Gwenaëlle, cofondatrice de Nuo, à juste Gwenaëlle en fait. Et là, c'était un peu plus compliqué déjà, où en fait, j'avais réfléchi déjà à ce que j'allais devenir, à ce que j'allais être. J'avais déjà d'autres activités de lancer depuis quelques temps, notamment dans les chevaux avec le grand projet Lusitano Sélection, voilà, pour aller sélectionner des chevaux lusitaniens au Portugal, les valoriser en France, les faire travailler avec notre partenaire Cavalière de dressage et puis les vendre parce que je me suis associée aussi avec mon compagnon Alex, voilà, qui est l'homme qui partage ma vie. Et plus voilà cette maison d'hôtes. Donc j'avais déjà d'autres projets. J'étais également mentor sur le mastermind de chez Live Mentor, donc avec Alexandre Dana et puis aussi Hugo du Plongeoir. Donc voilà, j'avais déjà des activités, mais la grande question c'était au-delà de ce que je faisais, de ce que j'allais faire, c'était qui j'allais être. Et alors, bon, j'ai pas encore la réponse à la question exactement, mais voilà, c'est pour ça que ça a été plus difficile, on va dire, de quitter cette société et d'avoir vraiment, et puis de se dire, Mais parce que tu en avais conscience avant de partir, que tu n'avais pas encore répondu à cette question. Oui, j'en avais conscience avant de partir, et puis finalement, Nuo, c'était 8 ans de ma vie. J'ai jamais travaillé dans une autre société. J'étais étudiante, j'ai tout appris sur le tas. J'ai quand même pris des claques phénoménales, mais bon, chaque fois on se relève de toute façon. Et en fait, voilà, Nuo, c'était ma vie. Donc, c'était ma vie pro, c'était ma vie perso. Et c'était ton identité professionnelle. Et c'était mon identité. Donc forcément, en fait, j'ai quitté une identité et je dois m'en reconstruire une autre. Et c'est pas facile, et c'est pas ce qui est le plus simple. C'est très simple de faire des choses. D'ailleurs, je suis, pour rebondir sur le livre de Fabrice Midal, je suis porte verte. Je suis dans l'action en permanence et je fais donc je suis. Mais pour l'instant, j'ai du mal à être. En fait, c'est le grand concept. Même si on peut partir un peu, voilà, dans des grands concepts philosophiques, être, c'est plus compliqué quand même. Oui, et puis c'est peut-être aussi le thème de la trentaine. Alors, moi, j'en ai 42, donc je peux dire. C'est peut-être le thème de la dizaine dans laquelle tu rentres maintenant. C'est vraiment de bâtir une identité qui est toi, quoi. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Donc après, je pense qu'on passe toute sa vie à se poser ce genre de questions. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, moi, ça a été plus le fait de partir de chez Nuo, de vraiment d'avoir ce côté, je matérialise, je ferme la porte. Enfin, voilà, c'est terminé. Le fait de le conceptualiser, forcément, ça m'a fait poser plein de questions, quoi. Alors, bon, parce que du coup, tu as déjà répondu à plein de questions que je voulais te poser. C'est magnifique. Désolée. Moi, ce que je trouve très beau aussi dans ce que tu racontes, c'est que finalement, tu pars au Portugal pendant tes études à Sciences Po pour travailler dans le milieu du cheval. Oui. Parce qu'en fait, c'est le cheval qui t'amène à aller au Portugal. Oui, absolument. En fait, ça a toujours été ma passion. Mes parents ont fait la grosse erreur de me mettre sur un poney ou sur et sur un cheval parce qu'il y a des chevaux dans une partie de ma famille. Ils m'ont mise dessus. J'avais 1 an et demi et puis j'ai jamais voulu descendre. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté et les chevaux ont toujours été là à des moments
très important aussi. C'est ce qui se Mm. passe souvent hein, quand on est passionné de chevaux. Les chevaux sont toujours là à un moment assez clé. Ça Ah, a réveillé une vocation chez toi. Et donc, ce que je trouve complètement. magnifique, c'est que finalement, c'est le cheval qui t'amène à Nuo. C'est le cheval qui m'amène à Nuo. Alors, je sais pas exactement dans quel est le lien. Je vois pas trop encore. C'est compliqué de Ouais. savoir, mais c'est en fait, si tu veux, quand je vivais au Portugal, j'étais passionnée de plein de trucs. Enfin, en fait, tout me passionne. Si je me prends de passion pour quelque chose, je fonce Tu y vas à dedans. fond. Mm. J'y vais tout de suite. Et en fait, là, donc juste avant de partir au Portugal, moi, j'étais déjà fanat de produits de beauté, cosmétiques, les magazines féminins, tout ça. J'étais dingue de ça. Un côté très, 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 très fille. Et en fait, quand j'étais au Portugal, je trouvais pas les produits comme je voulais. Et il n'y avait pas cette conscience du côté sain des cosmétiques, comme on Mhm. commençait à l'avoir en France, de tout le mouvement Elsie qu'on commençait à avoir en France et puis dans d'autres pays. Et ça y était pas encore au Portugal, alors que j'étais au milieu de la nature, que je pouvais courir tous les jours, faire du sport, que j'étais à cheval. Enfin, j'avais un lien. En fait, j'avais un lien avec moi pour prendre soin de moi qui était dingue, mais j'avais pas le. Mm. Il me manquait les cosmétiques. Et en fait, tout Mm. ça, ça a fait que ben ce projet est né et aussi parce que je me suis rendu compte en travaillant dans les chevaux et en étant un peu mon propre maître, parce que j'ai eu un premier maître de stage, donc Thiago, qui était avec qui d'ailleurs j'ai toujours beaucoup de liens que je vois régulièrement au Portugal, donc qui est éleveur de chevaux. Et, euh, et en fait, il me disait que j'étais ingérable parce qu'en fait, je bossais exactement comme je voulais bosser. Je pouvais bosser toute la nuit s'il fallait, sortir des projets, arriver avec 3000 idées le matin. Le pauvre, je n'en pouvais plus. Et en fait, voilà, tout le fait de travailler avec Thiago, déjà, je me suis dit, OK, ça va être compliqué de travailler dans un autre contexte où j'aurai moins de liberté, moins de possibilités d'évoluer comme j'ai envie et dans un univers qui me passionne. Et puis après, j'avais travaillé dans un autre endroit plus axé tourisme. Ça s'est un petit peu moins bien passé parce que justement, j'avais trop ce côté entrepreneur et entreprenant. Mm. Et du coup, ça m'a un peu cassé. T'étais trop On m'a sauvage, en cassé. fait. Ouais, en fait, j'étais trop. En fait, c'est ça. Je prenais ça tellement à cœur que j'y mettais toute mon énergie, j'y mettais toute Mm. ma volonté, tout ce que je pouvais. Et en fait, Mm. c'était vu comme trop. Et après, j'étais jeune, hein, j'avais qu'une vingtaine d'années. Et je me suis dit, OK, je vais devoir rentrer dans les rangs. Et puis finalement, pas du tout. Je suis pas du tout rentrée dans les rangs. Absolument pas. À la preuve, l'idée de NIO, elle a commencé mon dernier été là-bas. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'étais tout le temps au milieu des chevaux. Tout le temps. Mais je vois pas Magnifique. encore le lien entre Nio et les chevaux. Mais bon, voilà, je finis l'année où je quitte Nio. Il y a ce projet Lusitano Sélection qui est né et qui me tenait tellement à cœur. C'est un rêve incroyable qui se réalise parce que j'avais toujours dit que j'y reviendrais, que je reviendrais aux chevaux parce que c'est un monde qui est difficile. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est paradoxal. Le monde du cheval, c'est un monde qui est dur. Humainement, j'entends les gens entre eux, le business, c'est dur, alors que le cheval, c'est un animal incroyable, d'une sensorialité dingue. Et il y a tout ça à côté qui noircit le tableau et je trouve ça complètement paradoxal en fait. Donc Parce nous, qu'il y a l'argent en jeu. c'est ça, il y a C'est beaucoup ça, d'argent ouais. en jeu, c'est un monde d'argent et je trouve que le cheval a cette noblesse et en fait le marché ne représente pas cette noblesse. Et puis c'est ce que je dis toujours aussi, c'est dingue qu'on soit là on est en 2023, pourquoi on s'intéresse encore aux chevaux en 2023 alors qu'on Mm. a toute la technologie, la techno, les réseaux, le tout. Pourquoi on s'intéresse encore aux chevaux? C'est ça que je trouve incroyable, quoi. Mhm, c'est Donc, vrai. Mm. ouais. Et moi, je les ai jamais lâchés, ils m'ont jamais lâché non plus. Et on Et essaye de puis, ramener, en tout cas, de la noblesse avec Lusitano Sélection, ça c'est oui, clair. c'est ça. Et en fait, tu sors du paradigme dont on parle beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat et dont on a souvent parlé toutes les deux, qui est cette croyance de devoir choisir entre l'argent ou le Ouais, cœur, finalement. c'est ça. Et Ouais, là, avec exactement. Lusitano Sélection, tu casses ce paradigme. Ouais, complètement. Là, c'est en fait, on répond d'abord à la passion et à la beauté du cheval parce que c'est le cheval qu'on aime.
en premier. Mm. Et parce que voilà, il est hors de question d'aller dénaturer le cheval ou de nous dénaturer nous pour du business. Voilà, Ouais, et puis ça fait partie de nos valeurs. le cheval transmet tellement d'amour. C'est ça, Ouais. tout à fait. Euh, donc c'est magnifique. Donc on remettra aussi bien évidemment le lien vers Lusitano Sélection. Moi je me régale de voir les posts de Lusitano Sélection sur Instagram avec ces chevaux qui sont d'une beauté, d'une Ah, ils élégance. sont beaux. Ouais, Et puis ils sont enfin il y a magnifiques. effectivement il y a tellement d'amour. Donc voilà, donc merci Gwenaëlle Avec d'incarner avec ce plaisir. projet, avec Alexandre, d'incarner que l'amour peut être la priorité. Et que Avec ça plaisir. empêche pas de créer de la valeur, ça empêche pas de faire circuler l'argent, en fait. Hein. Non, c'est clair. Mais Complètement. voilà, faut remettre un petit peu les points sur les i et les choses à leur juste place. Ouais, tout à fait. Et puis là, c'est vrai que donc dans cette aventure, on est trois, donc avec Alex, mon compagnon, et puis Marie, qui est cavalière pro de dressage et qui est devenue voilà mon amie aussi. On s'entend incroyablement bien. On s'est rencontrés sur Facebook, ce qui est quand même improbable. Mais je sais pas, il y a eu cette Hmm. connexion, il y a eu cette connexion qui s'est faite avec Marie, Vous Paul êtes et trois associés, ouais, on est trois comme chez sur. Nuo finalement. C'est Ouais, c'est drôle. ça. Ouais. Ouais, il y a encore deux filles, un gars. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc Marie est dans les Hautes-Alpes. Marie est belge. Ouais. Elle est originaire de Belgique et elle a travaillé avec voilà des très beaux élevages au Portugal, des cavaliers avec une renommée de dingue. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'elle a elle a ce talent, cette douceur, cette patience. Elle a cette connexion qui est dingue. Et en fait, elle a ce don que moi j'aurais rêvé d'avoir en fait. Et elle est capable aussi de voilà de faire d'un cheval qui va être peut-être compliqué ou qui aura eu un vécu un petit peu compliqué. Elle va prendre le temps de comprendre. Elle va tout essayer. Elle va tester plein de choses pour que ça se passe bien et pour que le cheval soit bien en fait. Hmm. Et ça fait quand même toute la différence, vraiment. Et c'est une personne que j'aime énormément et qui est devenue très importante dans ma vie aujourd'hui. De toute façon, on s'appelle, on s'écrit tous les jours. Et ouais, c'est vraiment, Marie, c'est vraiment, c'était la belle rencontre de mon année 2021, du coup. Hmm. Et en fait, je suis arrivée au bon moment dans sa vie et elle dans la mienne. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas Hmm. de hasard de toute façon. Bien sûr. Euh, Alors, il y avait une question que je devais te poser au début, que je t'ai pas encore posée. Oui. Avec quoi t'aimerais que les auditeurs repartent de notre conversation? Oh là là, Maintenant, on a ça abordé c'est déjà beaucoup de choses. oui, ça c'est une question très difficile. Euh, J'aimerais peut-être que les personnes qui nous écoutent, enfin, repartent en se disant, OK, je vais accepter peut-être de m'écouter plus, mais dans le sens enfin accepter d'écouter ses envies aussi Hmm. et ouais peut-être accepter d'écouter ses envies et aussi son instinct et de pas suivre une voie comment dire qui est dictée par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre en fait. Hmm. Ouais, c'est peut-être ça que c'est quelque chose que je me serais souhaité aussi, parce qu'on peut se perdre en chemin, hein, ça nous arrive tous. Mais ouais, je souhaiterais ça, ouais. Ça serait super qu'il y ait plus d'écoute de ses propres envies et de son propre instinct parce que Hmm. on oublie souvent les deux. Ouais. Et puis, ça va tellement bien avec l'énergie du cheval, ce que tu dis. Oui, Le côté c'est un vrai, peu tout à fait. instinctif, sauvage. Voilà, que cette fougue nous inspire. Ouais, ça serait top. Ça serait très, très Hmm. chouette. Et d'ailleurs, enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant aussi de faire tout ce parallèle entre le dressage du cheval dans le respect de sa nature sauvage, de son instinct. Ça m'a toujours interpellée, en fait. Et un jour, quelqu'un m'a dit que le cheval aimait être dressé, aimait être en compétition, etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Alors, c'est difficile de faire une généralité parce que chaque cheval est différent et qu'en fait, non, tous n'aiment pas ça. Il y a des chevaux qui aiment avoir ce cadre, qui aiment être dressés, qui aiment être mis en valeur, etc.
d'autres qui n'aiment pas du tout la compétition, la pression que ça peut apporter. En fait, chaque cheval est très différent. Et ce qui est intéressant, c'est de juste prendre un peu le temps quand même de les regarder, de les écouter et de se dire, OK, celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire qu'il est différent de l'autre et comment je peux faire aussi pour que sa vie soit adaptée à ce qu'il a envie, à ses choix en fait. Parce que les chevaux savent très bien s'exprimer, ça c'est une certitude. Ils s'expriment très très bien si on accepte encore une fois de les écouter. Et il existe aussi, alors ça, il y a des personnes qui y croient, d'autres qui y croient pas. Moi, personnellement, j'adore et j'y crois et ça commence à bien monter dans l'univers du cheval. C'est ce qu'on appelle la communication animale. Ouais. Et en fait, nous, on fait des communications animales avec nos chevaux. Moi, je le fais avec les miens. On le fait avec certains aussi Lusitano Sélection parce qu'on a besoin de savoir aussi ce que eux dont veulent ils ont besoin, ouais. et ce dont ils ont besoin, et aussi est-ce qu'ils ont peut-être aussi des douleurs, est-ce qu'ils ont des traumas, mais en fait ils sont comme nous, hein, ils ont un vécu, ils ont des préférences, ils ont des envies, voilà, c'est ça les chevaux, c'est comme nous, sans vouloir faire de l'anthropomorphisme, mais ça reste des êtres vivants et contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ils ont des émotions, ils ressentent les choses. Ils ont une Et on dit, conscience, bien sûr. ils ont une conscience incroyable. Et d'ailleurs, on dit souvent que les chevaux sont des éponges. Et moi, je le vois bien. D'ailleurs, un peu plus tard que ce début d'année, chute de cheval catastrophique, où j'ai échappé de peu quand même au pire. Et en fait, juste parce que là, j'étais dans un état émotionnel quand même compliqué depuis quelques semaines. Et puis là, ça a pété, quoi. Voilà. Donc, boum, je suis tombée par terre pour la première fois depuis des années. Et ça a fini à l'hôpital. Et en fait, quand on est dans un état émotionnel, on n'est pas dispo pour le cheval. Il y a certains chevaux qui ne le pardonnent pas et qui vont surréagir ou qui vont se confronter à nous. Il y a une exigence dans le lien au cheval qui est clairement, complètement. Et en fait, je pense que les auditeurs peuvent aussi faire le lien entre tout ce que tu partages, tout ce que tu exprimes à propos du cheval et un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Enfin, c'est finalement reconnecter à ses émotions, reconnecter à ses besoins, les exprimer. Enfin, il y a tu vois, tout ce lien au monde intérieur qu'on a tendance à rejeter dans le milieu de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Mais c'est ça que vient nous apprendre le cheval aussi. Ouais, complètement. C'est vrai que le parallèle est très juste. Si tu refoules sans arrêt ou que tu masques ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu vis, il y a un moment où ça pète. Hein. Donc, pour le coup, les entrepreneurs, ça va pas être une chute de cheval, mais ça va être un burn-out, ça va être une dépression, ça va être un pétage de câble qui fait qu'on lâche la société. Enfin, ça peut être des disputes avec des associés, avec les salariés. Donc ouais, je pense que quand tu mets un mouchoir sur ce qui se passe dans ta tête et à l'intérieur de toi en tant que chef d'entreprise, là ça va être compliqué, ouais, complètement. Et je trouve que le parallèle est très bon et en général ça se finit pas très très bien. C'est vrai. Oui, sauf si on s'en occupe avant. Sauf si on s'en occupe avant. Et c'est vrai que c'est fou parce que donc bon après encore une fois j'étais jeune mais avec mes associés, on s'est lancé donc en 2015. On est tous les trois quand même jeunes parce que donc moi j'ai 30 ans, Max 32 et Julie 34. Et en fait tout ce côté santé mentale de l'entrepreneur. Alors je crois que c'est une expression que j'ai commencé à avoir il y a quelques mois à peine. Donc ça devient tendance. En 2022. Ouais, c'est fou, mais avant on n'en parlait pas, on était toujours en train de parler du salarié. Oui, mais quid du créateur de valeur aussi, du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur qui voilà, lui pourquoi on n'a pas à prendre soin de sa santé mentale et puis aussi de tout de la ressource humaine du dirigeant en fait, du fondateur. Mais c'est ça, c'est dingue. Enfin moi en fait on fait quand même partie de ces personnes qui fournissent une quantité de travail opérationnel et stratégique fou. On prend des risques. Rien que le niveau d'énergie aussi que tu. Mais oui, mais c'est fou. Enfin, on est, je veux dire, moi pendant jusqu'au Covid. Voilà, c'est pas compliqué. Jusqu'au Covid,
Si j'ai pris 4 semaines de vacances dans l'année, c'était bien. Et encore, les vacances, je travaillais Oui, tu forcément à un bossais. moment ou à un autre. Ah ouais, ça c'était sûr. Bosser les soirs tard, les week-ends, les jours fériés, ça n'existait pas. Hein. Combien de fois j'ai fait le service client le 25 décembre ou le 1er janvier, ça n'existait pas. Se lâcher complètement en vacances en soirée, bah, c'est compliqué parce que ouais, tu comprends, demain il y a 6 à l'autre à faire. Le niveau d'énergie d'implication, il est phénoménal. Et puis en fait, c'est un peu une spirale sans fin, c'est-à-dire que plus tu mets de l'énergie, plus tu t'engages et plus la machine est difficile à arrêter. Donc en fait, tu es tout le temps dans cet engrenage permanent de devoir donner de l'énergie et encore plus et encore plus et encore plus, parce que la boîte va t'en demander énormément et plus tu crois, bah, plus tu as de prendre de l'énergie. C'est évident parce que tu as des enjeux après qui sont déments. Ouais, et aussi parce que il y a ce paradigme qui est je dois tout donner à l'entreprise. C'est ça. Bah oui, parce que l'entreprise, c'est ta vie, en fait. Donc, il y a plus il y a même pas une histoire de porosité finalement entre vie pro, vie perso. Il y a pas de porosité parce qu'il y a pas de différence. Ta vie, c'est la boîte. Mais c'est ça qui est dangereux. D'ailleurs, j'ai lu d'ailleurs une citation que tu avais, quelque chose que tu avais dit en 2015. Donc, c'était au lancement de Nuo. Ouf. Tu disais avoir son entreprise, c'est une passion. Et c'était pour moi le rêve d'une vie. Ouais. Et je me disais, t'imagines, j'ai vraiment dit ça. Tu as dit ça en 2015. J'ai trouvé ça sur le site de Sciences Po Rennes, à l'époque des entrepreneuriales. Waouh. Et en fait, t'imagines quand tu crées l'entreprise avec cette intention, t'imagines le poids que ça fait porter, en fait. Alors, je dis pas du tout ça pour te faire culpabiliser, c'est juste. Ah non. Mais tu vois, t'imagines en fait l'intention, et je sais qu'il y a énormément de créateurs d'entreprises qui créent leur entreprise en mettant toute leur vie dedans. Ah oui, en fait, oui. Ça fait porter un poids immense à l'entreprise et bien évidemment, ça en vient à être dans le sacrifice de l'intégrité du fondateur parce que effectivement, sa vie n'est pas l'entreprise. Bah non, c'est clair. Ah mais non, je reviens pas. J'ai dit ça, dingue. Et oui, et donc je voulais te demander, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais la même chose? Non, je dirais pas la même chose parce que alors après j'ai vécu une vie entrepreneuriale avec Nuo en tout cas extraordinaire, ça c'est sûr. Même s'il y a eu beaucoup de bas, beaucoup de hauts, ça a été dingue. Ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur moi, même si je suis pas fan des bilans, je suis pas très fan de ça, mais ça m'a appris quand même beaucoup de choses. Ça fait ce que je suis aujourd'hui et ça fait ça fait toute ma vie d'aujourd'hui. Mais le rêve d'une vie, je reviens pas d'avoir dit ça. Non, je pense que quand j'ai dit ça, j'avais la fleur au fusil parce que je démarrais et parce qu'en fait j'étais dans cette idée et cette croyance, c'est quand même fou. Parce que je pense que je suis pas trop naïve et pas trop bête, mais j'étais vraiment dans cette idée que c'est dingue, j'ai créé ma boîte, je vais être ma propre boss et je vais être libre. En fait, pour moi, monter sa boîte, c'était synonyme d'être libre. Oui, ce qui est une croyance qui est très très fréquente. Complètement. Il y a même beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent entrepreneurs pour être libres. Ah mais oui c'est dingue et en fait ouais c'est incroyable quand j'entends certains entrepreneurs chefs d'entreprise que j'accompagne aussi en coaching mentoring etc. Ils me disent bah oui enfin moi j'ai envie d'être libre j'ai envie de me gérer comme je veux mais en fait c'est on fait miroiter ça puis même aujourd'hui hein, de toute façon tout ce qu'on entend là les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ont la cote, on pousse tout le monde à entreprendre, mais déjà, tout le monde n'est pas capable d'entreprendre, parce que tout le monde n'est pas capable de se gérer, et tout le monde n'est pas capable d'encaisser ce qu'on peut encaisser à tous les niveaux de l'entrepreneuriat, hein, qu'on soit solopreneur ou qu'on ait une boîte avec 400 salariés. Mais en fait, pour moi, vraiment, monter sa boîte, c'était synonyme de liberté. Et je l'ai cru hein, pendant longtemps, et même parce que c'est marrant que tu me ressortes cette interview, mais du coup, en écho, j'ai d'autres interviews qui me viennent à l'esprit, même de plusieurs années après 2015, et où je disais toujours, oui, pour moi, être entrepreneur, c'est symbole de liberté. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je me suis justement, après avoir quitté Nuo,
me suis jamais sentie aussi libre parce que j'ai plus, même si j'ai encore des parts dans la boîte et que je suis encore membre du board, j'ai plus cette pression que les autres m'ont mis pendant des années. En fait, déjà, moi, j'ai ma pression à gérer. Déjà, c'est quelque chose. Ma propre pression, c'est un truc. La pression du regard des autres qui est toujours là. La pression de mes associés, de mes investisseurs, et puis la pression des salariés. Et où tu rentres dans ce schéma, quand même, accessoirement, j'aime pas dire ça, mais t'es le boss. Et pendant des années, tu dis, ouais, il faut que j'arrive le premier le matin et je reparte le dernier soir. Faut que j'assure, quoi. Ouais. Mais elle est où ta liberté si tu fais 7h du mat, 21h, elle est plus là. Et en fait, non, moi, Nuo n'a pas été symbole de liberté. Alors, est-ce que... Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Justement, je me disais, et si Nuo avait été vraiment un apprentissage de ce qu'est véritablement la liberté pour toi? Ouais, je pense beaucoup plus parce que ça rejoint ce que ta question rejoint ce que j'allais dire. En fait, finalement, j'ai appris en fait, au fur et à mesure des années avec Nuo, j'ai appris à gérer mon temps et à accorder du temps là où j'avais envie d'en avoir. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais en gros, au tout début, le temps disponible, c'était le temps pour Nuo, point barre. S'il restait un chouille, ok, je pouvais aller monter un peu à cheval, faire un peu de sport, dormir. Voilà, c'est tout. Je sortais pas, j'allais pas dans les bars ni rien. C'était alors qu'aujourd'hui j'ai une vie sociale beaucoup plus fournie et que je vais beaucoup boire des coups. J'adore ça, voilà, boire des coups, aller au bar, rencontrer les amis, etc. Pendant des années, je l'ai pas eu. Hein, je l'avais pas du tout parce que c'était quand même compliqué au niveau du temps disponible. Mais c'est vrai que ouais, je pense que c'est un apprentissage. Entreprendre, c'est pas être libre, c'est plutôt à quoi j'alloue mon temps. Après, tu vois, quand je vois mon associé, donc Maxime par exemple, Maxime, c'est une personne ton associé chez Nuo, je le précise. Ouais, absolument. Et en fait, lui, par rapport à moi, il est profondément passionné par le fait, enfin par le boulot, par le fait de bosser. Et il avait pas forcément il avait pas forcément ce besoin d'aller allouer du temps à d'autres choses, même si il a appris à le faire, parce que lui, sa passion, par exemple, c'est la moto, les randos moto, etc. Mais c'est vrai il avait beaucoup moins le besoin que moi d'aller dans ce côté. Je vais souffler à côté de Nuo et je fais en sorte que mon temps à côté de Nuo soit aussi important que le temps que je donne à cette boîte. Parce que donc, Maxime, lui, il a. Est-ce que finalement Maxime, lui, il cherchait autre chose que la liberté en créant Nuo? Oui, je pense qu'il cherchait autre chose. Je pense que lui cherchait plus une ambition qui est toujours là d'ailleurs, une ambition et puis le fait de vraiment construire quelque chose de grand en fait, de très grand, de très très grand. Alors que moi, je disais toujours, c'est fou quand même. J'ai eu l'idée, j'ai créé une boîte qui est devenue une machine infernale que j'arrive plus à arrêter en fait. Pour moi, c'était ça. J'ai souvent dit, je suis devenue prisonnière du monstre que j'ai créé, en fait. Et pour moi, j'avais vraiment cette idée d'engrenage infernal où tu es tout le temps à la dispo de ta boîte. Donc, en fait, on a chacun. Et en même temps, tu avais posé l'intention que c'était ta vie. Ben exactement, en fait. C'est exactement ça. Donc, je pouvais pas vraiment m'en plaindre. Je m'en suis rarement plaint. J'ai plus eu des prises de conscience, surtout les 3 dernières années, surtout avec le Covid, où bam, on a tous été arrêtés d'un seul coup. Ça a été, moi, le Covid, ça a été extraordinaire. Hein. Moi, je suis d'accord. En fait, on peut recommencer. C'était génial. Franchement, on nous a bloqués. T'avais déjà ton domaine? Non, justement, l'idée est venue pendant ce confinement-là. Voilà, encore une fois, du grand Gwenaël, avec l'impulsivité au rendez-vous. On sort du Covid, un mois après, on visite. On se dit tiens, ça peut être génial. Donc avec Alex, mon compagnon, cette idée, ça peut être dingue, machin. On visite la maison, coup de cœur, bim, on prend. Voilà, c'est du grand Gwenaël. Franchement, niveau réflexion, on est proche de 0 et impulsivité, on est proche de 100. C'est exactement ça. Il y a plein, et puis il y a plein de succès de cette façon aussi. Hein.
Oui, c'est vrai, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, hein. À Mm. l'instinct, l'impulsivité, voilà, c'est un peu ma méthode de fonctionnement. Mais voilà, puis c'est vrai que pour revenir à cette histoire de temps et de liberté, non, j'ai pas été libre avec Nuo parce que tu peux pas être libre en créant une boîte qui a des dizaines de salariés, qui lève des fonds, qui a des projets tout le temps, qui doit rendre des comptes, qui a créé de l'endettement, qui a créé de l'emploi. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu as différents types de salariés aussi. Donc, tu as ta logistique qui commence avant toi, tu as ton e-commerce qui tourne en permanence, tu as tes boutiques aussi qui tournent le week-end quand toi, es censé te reposer. Il n'y a pas de temps mort. Et en Mm. fait, quand je parle d'absence de liberté, c'est pas, en soi, c'est pas, je dis pas que c'est mal ou que je regrette, pas du tout. C'est juste un état de fait. C'est que Mhm. ton cerveau, ton attention, ton énergie sont en permanence sollicités et portés sur ta boîte. Quoi que tu Mhm. fasses. Voilà, Et tu même vis les pas, et tu apéros. vis pas de la même façon avec Lusitano Sélection. Ah non, non, pas du tout. Puis je me suis, voilà, j'ai voulu me détacher aussi émotionnellement et puis me dire non, je veux plus, en fait, je veux plus penser à ma boîte quand j'ai décidé que c'était pas le moment, en fait. Donc, Mm. quand je suis à cheval, je suis à cheval. Quand je bois un coup, je bois un coup. Quand je suis en vacances, je suis en vacances parce que Mm. je peux pas être perturbée. Tu vois, tu pars en vacances et puis ton associé qui t'appelle, qui dit bon là, il y a un problème, machin. Faut qu'on arrive à résoudre ça. Et puis tu passes 3 heures au téléphone ou 3 heures sur tes mails à résoudre le truc alors que tu avais prévu autre chose. Combien de Mm. fois ça m'est arrivé et ça te stresse et puis enfin voilà. Et c'est pour ça que je dis que la liberté, non. Pour moi, c'était pas de la liberté, c'est sûr. C'était ma vie, certes, mais c'était pas de la liberté. Mais pour autant, j'ai vraiment appris maintenant à gérer mon temps et à me dire, ok, calme-toi. Si là tu travailles pas, c'est pas grave. Si tu crées pas de la valeur là pendant 2 heures, c'est pas grave, personne va mourir. Parce que Mm. j'avais mais même encore aujourd'hui, un sentiment de culpabilité de pas créer de la valeur, mais énorme. Enfin, ça m'arrive encore d'ailleurs de des fois bosser le dimanche, bosser le samedi, ne serait-ce qu'une heure, Mhm. juste pour me dire, ok, c'est bon, ok, c'est bon, tu Ouais, vois, j'ai voilà, fait ce que j'avais à faire j'ai et fait ouais. des trucs, c'est bon, voilà, mais après, je pense que c'est mon fonctionnement aussi et que j'adore ça, hein. Moi, créer des choses, créer de la valeur, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, de toute Oui, mais façon. et puis c'est aussi un autre paradigme collectif qui est ce qui crée de la valeur, ce sont mes actions. Ouais, Ça, c'est aussi une exactement. énorme croyance dans l'entrepreneuriat. Ah oui, ah bah, C'est moi, je suis pile poil dedans. ouais, l'entreprise fait du chiffre d'affaires si moi je fais des actions pour ça. Sinon, il se passe rien. Exactement. Et donc là aussi, il y Exactement. a une emprise en fait qui se crée entre l'entreprise et son fondateur. Ouais, complètement. Bah oui, parce que tu as cette croyance que si je suis pas là, si je n'agis pas, si machin, ça va pas le faire. Mm. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, si tu veux, moi j'ai eu un gros coup de pavien. Donc bah, du coup, c'était en 2021, été 2021. J'ai un gros coup de pas bien. Je dirais pas que j'ai fait un burn-out ou quoi, parce que j'aime pas mettre des Oui, étiquettes. j'allais te demander d'ailleurs, Et puis je j'en sais sais pas si tu rien. en as fait un ou pas. Mm. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que c'en était un, C'est peut-être un que peu la pas. Je sais mode, hein, pas. tu sais, peut-être tu devrais le dire. Je sais pas. Ouais, ouais, je devrais peut-être le dire que j'en ai fait un. Non, je pense que je le dirais pas parce que on a tous nos moments de down et j'ai pas envie de mettre d'étiquette dessus. Et Mm. voilà, j'étais pas au fond du trou, mais en tout cas, j'étais pas au top de ma forme. Déjà, ce qui m'arrive pas trop, c'est que là, j'avais besoin de dormir, mais de dormir, dormir, dormir. Mm. J'avais aucune énergie créative, j'avais pas d'idée, c'était dur. Et en fait, ce qui s'est passé pendant ces quelques mois, c'est que donc Max me disait c'est dingue, j'ai besoin de toi mais t'as pas d'idée. Et Mm. il me reproche, et je vais déjà dire, j'en ai déjà parlé, mais il me disait mais t'as pas d'idée quoi. Enfin t'as pas d'idée là, il faut que t'aies des idées, il faut que t'aies des idées. Donc Ah, déjà parce que pour tu moi étais la la source pression, finalement bah, créative de ouais l'entreprise. parce que voilà j'étais liée au market, que j'étais liée au commercial, etc. Le côté branding, créa. Donc forcément les idées, la plupart je les avais. C'est mon profil créatif, hein. De toute façon on était tous complémentaires. Et il me disait, mais t'as pas d'idée. Et je disais, non, j'ai pas d'idée, je suis sèche là, je n'ai pas Et d'idée. oui, c'est ça. C'est Tu pouvais plus horrible, c'est donner en horrible. fait. Tu pouvais Non, plus je donner. pouvais plus. J'étais le désert du Sahara, j'étais une sécheresse. Mais Mm. pour moi, c'était horrible parce que la pression était énorme. Et aussi parce que les membres de mon équipe venaient me voir en me disant, bah, Gwen, est-ce que ça va? Ça se voit que tu as moins d'énergie que d'habitude. Et du coup, comme tu as moins d'énergie,
bah, nous, on en a moins aussi et la boîte, elle a moins d'énergie. Et en fait, ça peut paraître complètement anodin quand on te dit ça, tu vois. Mais tu vois, moi, je m'en souviens de ces phrases, en fait. Pour moi, ça a été une source de pression Ah ben, énorme c'est parce que énorme, oui. je me suis dit, putain, mais pardon, j'ai dit un gros mot, mais je me suis dit, mais comment je fais si je peux même pas, si je peux même pas avoir une phase de pas bien ou si je veux partir, en fait. Je fais Bien sûr. comment je fais? Et mon but à ce moment-là, quand j'ai eu ce déclic-là, qui a été quand même difficile, ça a été de me dire, OK, à partir de ce moment-là, je fais tout pour ne plus du tout être indispensable, même à Oui, c'est ça, que l'entreprise ne je, dépende plus de toi. je voulais plus du tout, en fait. Donc, Mais en fait, voilà, c'est là. l'entreprise, elle a pris ta vie, Bah ouais, quelque part. bah oui, c'était ça. Et Mm. c'était compliqué. Et même des fois, je rentrais dans des états de nervosité extrême. Je pouvais piquer des colères. Ça, le pauvre Alex, il en a subi plein. Mais je pouvais passer d'un état tout à fait normal, serein, à monter dans les Mm. tours, mais tellement j'étais nerveuse et stressée en fait. Mais voilà, encore une fois, Et, c'est mon cas et ça a été sur une période. Et puis ça a été aussi le déclic pour me dire, OK. Maintenant, je vais changer de braquet et puis je vais commencer à préparer mon départ ouais. parce que ça va pas le faire. Et comment ça aurait pu être différent, cette expérience pour toi, si peut-être tu t'étais autorisé à recevoir de ton entreprise? Ah, c'est une question difficile. Elle est super dure cette question. T'as Parce droit à qu'en un fait, joker. ouais, en fait, c'est pas ça, c'est que je sais même pas ce que ça veut dire recevoir de ton entreprise. Eh oui, c'est ça. Mm. Mm. Je sais pas, j'arrive pas à conceptualiser, à visualiser ce que ça veut dire. Mm. Euh, est-ce que je sais pas, en fait, là, je sais pas pourquoi, je pense que c'est une erreur, mais machinalement, je pense au fait que financièrement aussi, on était toujours tenu par la boîte, que nos finances perso, c'était forcément lié aux finances de la boîte. Combien de fois on s'est pas payé, combien de fois on s'est payé 4 fois moins qu'attendu, sauf que bah Mm. c'est génial, on a tous on a peut-être des prêts étudiants, on a un loyer à payer, on a une assurance de voiture, enfin c'est des trucs complètement débiles, mais en fait chaque mois tu te demandes est-ce que déjà je vais avoir mon salaire à la fin. Donc déjà ça Mm. c'est compliqué. Et je pense peut-être que l'erreur qu'on a fait, c'est peut-être d'avoir justement, on s'est trop sacrifié en termes j'entends en termes de finances, on a trop sacrifié nos finances et notre confort pour la boîte en se disant toujours oui, Ça ira mieux. oui, mais ça va aider la boîte et ça ira mieux. Mm. Et en fait, c'est pas vrai. Ça aurait pas changé grand-chose qu'on garde notre confort parce qu'on aurait gardé sans doute la tête plus froide, plus d'énergie aussi parce que quand t'as pas d'argent à la fin du mois, franchement, c'est très dur, même si je suis pas Bah, l'incarnation toute du façon, matérialisme, mais c'est dur. ça peut pas fonctionner d'être dans une Non, posture sacrificielle. non, Bah, c'est c'est comme quand super tu dur. éduques un enfant, quoi. Quand tu éduques un enfant Ouais, avec cette posture sacrificielle, tu es complètement bouffé. t'es Le bouffé. gamin, il te Ouais, bouffe, en fait. Et là, mais c'est ça. l'entreprise, c'est la même chose. Mais c'est L'entreprise, elle ça, prend c'est ce que tu exactement lui ça. donnes, elle prend tout ce que tu lui donnes. Bah Donc oui. je Sauf pense que qu'elle pour te moi, rend c'est, pas ce que tu donnes en bah non, général. elle rend Mais pas parce que tu l'acceptes alors pas. là, je dis pas que c'est toi, je parle pas de toi, mais je vais faire une généralité que je rencontre chez quand même beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs. C'est tellement la norme de tout donner à son entreprise que, comme ta réaction tout à l'heure, ça ne vient même pas à l'esprit qu'on puisse recevoir de son Bah entreprise. non. Non, c'est fou quand même, c'est incroyable. C'est vrai que Mm. là, quand tu me poses la question, je suis là, ah ouais, ah oui, ça peut arriver, d'accord, ok. Mais voilà, parce que ouais, on est vraiment, je pense, dans cette logique sacrificielle et tu sacrifies ta vie perso, tu sacrifies ton Tes confort, tu finances, ouais, sacrifies voilà. tes finances, tes voyages, Ton tes enfants. couple, voilà. Ouais, ouais, et franchement, et en fait, au final, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Enfin, en plus, c'est dingue parce que je suis quand même tout en paradoxe, parce que je suis tout le temps en train de dire, je suis tout le temps en train de dire, moi, je le vis comme ça. C'est-à-dire que je pars du principe que
grosso modo, on est 80 ans sur Terre. Sur les 80 ans, c'est pas compliqué. Les 20 premières années, tu es dépendant de tes parents. Compliqué, tu fais pas grand-chose. Les 20 dernières années, tu es dépendant de tes enfants. Il te reste 40 au milieu pour peu que tu n'aies pas un pépin de santé ou autre pour en profiter. 40 ans, franchement, c'est pas long. Donc, c'est pour ça que, en fait, je parle de paradoxe, c'est que je me suis toujours dit, je veux vivre, mais vivre avec un grand V, je veux vivre. Voilà, je vis pas à crédit, je vis pas en me disant ce sera mieux plus tard, je veux vivre. Et en fait, mes choix de vie n'ont jamais, là ça commence, on va y arriver, mais n'ont jamais été dans ce sens-là. Parce que j'ai bossé comme une dingue quand j'étais à l'école. J'ai toujours été très bonne élève. Et j'ai toujours travaillé parce que c'est comme ça. J'aimais bosser parce que j'étais très ambitieuse, très carriériste. J'ai fait une prépa, j'ai bossé comme une dingue et je disais toujours oui, mais ça ira mieux après. Et puis j'arrive à Sciences Po et normalement les écoles c'est un peu la fête. Hein. Et ben pas du tout. Je bossais comme une dingue. J'avais pris un job étudiant, je donnais des cours à côté. Et puis je vendais des chevaux. Et puis je pars au Portugal et hop, j'ai cette idée d'entreprise en même temps que mon mémoire, en même temps que des jobs. Et voilà. Et je me suis toujours dit oui, mais après j'aurai le temps ou après ça ira mieux. Puis en fait, t'arrives, t'as 30 ans et puis tu te dis bon, et ben c'est super. Toute ta philosophie de vie, t'es très forte pour aller la raconter et faire les grands discours, mais t'es pas foutu de le faire pour toi. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment ça. Alors après, non, je rappelle quand même à nos auditeurs que tu as 30 ans, Gwen. Oui, oui, j'ai vécu plusieurs vies. Voilà. Oui. T'en as pas 60, quoi, tu vois. Non. Mais oui, il y a aussi probablement, et je pense que c'est vraiment tout cet apprentissage de la notion de liberté que tu as expérimenté fortement chez Nuo et aujourd'hui, ce que je lis dans tes choix d'aujourd'hui, dans tes projets d'aujourd'hui, dans tes engagements d'aujourd'hui, c'est j'arrête de devoir mériter la liberté. Ouais, c'est ça. Je la prends maintenant, en fait. Et je prends, voilà, ouais. Exactement. Là, je rentre encore une fois dans un schéma d'action, mais ouais, là, je prends parce qu'en fait, j'ai senti que c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse. Et que en fait physiquement des petits signaux qui te disent ok, commence à y aller mollo parce que comme tu le dis j'ai que 30 ans et là il y a des trucs pas normaux qui se passent, donc des petits rappels, rien de grave heureusement, c'est bon maintenant, mais des petits rappels à l'ordre et tu te dis ok, ton entourage aussi qui commence un petit peu à s'inquiéter. Et puis toi qui commences aussi à avoir moins d'énergie pour plein de choses, à douter de plein de trucs, à plus avoir d'envie. Alors moi, quand j'ai plus d'envie, c'est quand même le signe numéro 1 qu'il faut que ça change. Donc là, je pense que tout s'est aligné. Je me suis dit, ok, je vais prendre ma liberté maintenant et je vais arrêter aussi de me poser des questions sur ce que pensent les autres et sur ce que j'ai envie de donner aussi aux autres. Parce qu'à la fois, j'ai donné énormément à ma boîte, j'ai tout donné à ma boîte. Mais j'ai donné énormément aussi aux autres et je pense toujours aux autres. Et en fait, là, pour une fois, bon pitch égoïste des films américains, j'ai envie de penser à moi. Voilà. C'est un peu ça. C'est pas original du tout, mais j'en ai envie sans pour autant perdre de vue mes valeurs et perdre de vue l'action qui me caractérise. Et des projets, j'en aurai toujours. Des entreprises, j'en monterai toujours. Par contre, je le ferai pas de la même manière. Ça, c'est évident. Ouais. Et la preuve en est déjà avec l'Usitano Sélection. C'est pas fait de la même manière et c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sain pour moi, en fait. Voilà, je veux juste que ça a l'air plus sain pour toi. Ouais. Je veux que ce soit plus sain et plus simple. Voilà, c'est vraiment ça ma recherche. Et là, je vais lancer prochainement mon activité officielle d'accompagnement, coaching, business, entrepreneur. Et voilà, ce sera plus sain et plus simple aussi. Et voilà, c'est ça que je veux. Et avec les chevaux. Ouais, avec une partie chevaux, exactement, avec une partie chevaux.
Ça va arriver. Et en fait, ça me rappelle, de toute façon, cette phrase d'Alexandre Dana, donc pour les personnes qui nous écoutent, le fondateur de Live Mentor que tu connais bien aussi, Omblin, qui est notre premier épisode. Exactement, qui est passé sur le podcast. En fait, il a écrit et dit cette phrase. Il faut que l'entreprise soit à votre service et pas le contraire. Oui, et en fait, moi cette phrase, ça peut paraître être des portes ouvertes, mais la claque quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit ok, je me suis dit mais c'est dingue quoi, la claque, l'apprentissage en une phrase. Et oui, maintenant ma vie c'est comme ça. C'est d'abord ma vie et après le business. Voilà. Et puis l'inverse. Exactement. Et c'est un peu ça, c'est l'entreprise à ton service, mais il faut se l'autoriser et il faut s'autoriser à recevoir. C'est ça. Exactement. Ah, j'ai loupé le fil de ma pensée. Tu vas le retrouver. Mais c'est pas grave. Finalement, en fait, le cadeau et l'apprentissage, tu parlais de résilience tout à l'heure, mais est-ce que le véritable apprentissage de cette première expérience entrepreneuriale avec Nuo, est-ce que ce ne serait pas la liberté? Si. Franchement, c'est clairement ça. Liberté, le rapport au temps aussi. Mais si, pour moi, c'est ça l'apprentissage. Ça, c'est clair, ouais. Et puis aussi, le fait, quand je parlais de résilience, c'est plus cette capacité qu'on a qui est dingue. Et quand je pense à des choses qu'on a vécues, mais je me dis, la force mentale qu'on peut avoir, mais devant des situations où tu te dis, mais c'est pas possible. Enfin, nous, il y a plein de fois où on a failli couler, mais quand je dis couler, c'est vraiment couler fort. Et en fait, tu te mets dans un état d'esprit de dingue, mais de dingue. Et tu es capable de soulever des montagnes. Et en fait, moi, c'est toujours cette capacité à rebondir quoi qu'il arrive que j'admire le plus, en fait, chez les chefs d'entreprise, chez les entrepreneurs, parce que pour moi, ils matérialisent ça, le fait de rebondir. Et moi, j'ai réussi à le faire, en fait. Donc, maintenant, je le réalise. Sur le moment, tu le réalises pas. Tu peux te laisser abattre, hein, je dis pas, hein, attention, hein, je suis pas en mode superwoman, hein, pas du tout, hein, des nuits à pleurer, j'en ai passé plein, des week-ends où je suis arrivée chez mes parents, je me suis mise à pleurer, ils comprenaient rien de ce qui arrivait, parce que juste j'arrivais pas à payer mon loyer et que la boîte c'était la catastrophe. Hein. Tu te mets dans des états pas possibles et tout, mais t'arrives toujours à rebondir. T'as un gros down, ça dure quelques heures et pas après tu retrouves une énergie de fou. Et pour moi, c'est ça aussi le grand apprentissage, c'est on peut résister. Franchement, je pense qu'on peut résister à tout, quoi. C'est incroyable et c'est la force mentale, c'est comme un muscle, ça s'entraîne, ça se travaille et tout. Et quand je vois ce à quoi on a résisté, ben ouais, je suis fière de nous parce qu'on a eu des épisodes quand même difficiles. Après, attention, toute proportion gardée, on parle d'un business, on parle d'une entreprise, voilà, on sauve pas des vies, hein, mais voilà, c'est quand même pour nous c'était quand même très important. Mais ouais, je suis fière de vous contribuez quand même à sauver la planète. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, voilà, je suis fière de ce parcours qu'on a pu passer et puis je suis fière de moi, ouais, de ce que j'ai réussi à surmonter. Et c'est des choses que j'aime transmettre aussi aujourd'hui. J'aime bien me dire que ouais, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé. C'est ta force mentale qui va faire toute la différence. Ton énergie, ta force mentale. C'est vraiment ça. Et j'ajouterais la capacité à se détacher de l'argent. Ah oui, ça. Et ça, c'est dur. Hein. Ah, ça, c'est dur. Quand t'as réussi, est-ce que vraiment on réussit exactement à le faire? Je sais pas, je pense qu'il y a toujours un petit reste ou une petite anxiété qui doit rester quelque part. Mais je te rejoins complètement. Quand tu t'es détaché de ça et que tu arrives à te dire, c'est pas grave, ou c'est un problème comme un autre, oui, là, t'es passé à un niveau supérieur. Et je pense que j'y suis passée. Je pense que j'y suis passée. Et justement, quel est ce lien à l'argent avec Lusitano Sélection? Le lien à l'argent, c'est aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est bête et méchant. C'est on vend et puis on va aller et le but c'est de vendre pour aller resélectionner d'autres chevaux en fait.
y a même pas, il y a pas Ça cette circule, idée en fait. d'enrichissement. Ouais, il y a cette idée de circularité parce que tant que ça circule, ça veut dire que le rêve existe, tu vois. Mhm. Et Mhm. si ça s'arrête de circuler, le rêve s'arrête. Donc je Mhm. dis pas des moments difficiles, on en a déjà eu quelques-uns, mais tu te dis bon bah écoute, on va se détacher un petit peu de ça, on va se dire que c'est pas grave, et puis on en aura certainement d'autres, et puis dans toutes les activités que je pourrais monter ou qu'on pourra monter, il y en aura des moments de moins bien, mais en fait moi je vois plus l'argent comme aujourd'hui en tout cas, je vois l'argent comme juste comme un outil, un moyen, une ressource, surtout pas une fin, Mhm. surtout pas une fin, parce que en fait, je pense que la fin, enfin, quand tu vois l'argent comme une fin, tu prends pas les bonnes décisions et ton mindset est pas génial, quoi. Voilà, Exactement. et, Ouais. et en plus de ça, on parlait de liberté. J'ai souvent considéré l'argent comme ma porte pour la liberté. Et oui, mais comme Erreur, beaucoup, hein. erreur. Comme beaucoup. Et oui. Énorme erreur parce que où s'arrête l'argent en fait. En fait, ton passeport pour la liberté, il a quel prix? Quel prix tu lui Exactement. donnes et où est-ce que Mm. ça s'arrête? Donc ça s'arrête Et jamais. puis, il y a plein de milliardaires qui se sentent pas du tout libres. Exactement. Bah oui. Donc c'est Parce que, pas. enfin, on parlait d'emprise avec son entreprise, mais il y a aussi l'emprise de l'argent. Enfin, et l'emprise de Exactement. Ouais. l'entreprise vient de l'emprise de l'argent, en fait. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Et voilà, c'est un moyen, c'est un outil, c'est pas une fin, quoi. Voilà, C'est une ressource, c'est un flux. En fait, c'est un Oui, flux de l'entreprise, c'est ça. comme un flux d'énergie, comme un flux de temps, comme un flux de matières premières. Ce sont des flux. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce que je dis très souvent d'ailleurs, notamment à mon compagnon Alex, c'est l'argent, ça va, ça vient, et quand on veut vraiment, quand on a vraiment besoin, tu le trouves. Bien Voilà. sûr. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que, et je ferai pas d'état d'or pour avoir des réserves de partout. Non, en plus de ça, quand, moi, l'argent, comment dire, c'est du troc pour autre chose, en fait. Bien sûr. Voilà. Oui. Bah, ça sert à Donc, ça. bah oui, ça sert à ça. Mm. Mais voilà, ce rapport à l'argent, je te rejoins complètement. Il y a quand même ce côté emprise. Et puis, on parlait tout à l'heure, on monte des entreprises pour être libre, mais combien, et on est aussi très nombreux à monter des entreprises pour l'argent. Combien de fois j'entends, ah, je monte un business et tout, parce que c'est un moyen de gagner de l'argent très très vite, puis après, je vais faire une levée de fonds, et après, je vais vendre ça des millions. Mais Ouais. Et après bah, et après, et enfin, what's the point? Enfin, je ne Mm. comprends pas. Et Et puis puis non, après, je vais faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Ok, mais donc ouais, pourquoi tu le fais pas exactement. maintenant en fait? Mais Oui, oui, c'est ça. oui. Puis après, voilà, c'est ça, c'est cette phrase. Ou même là, je discutais il y a pas longtemps avec une amie qui fait comment dire une reconversion pro, enfin dans son métier, hein, mais qui suit une formation pour pouvoir évoluer dans son entreprise. Et donc elle suit des cours notamment de management et des cours d'entrepreneuriat. Je serais quand même curieuse Mhm. de Mhm. savoir ce que c'est un cours d'entrepreneuriat. Mais tu sais Et que j'ai fait, moi, un master entrepreneuriat en mais 2004. alors, oh, en 2004, oh ça devait être En génial. 2004. Donc, Ah ouais. l'entrepreneuriat n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Mais en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce qu'on apprend aux gens, parce que moi, ce qu'elle me disait, donc elle me connaît très bien, elle connaît l'envers du décor. Elle me dit, tu te rends compte, Gwen, toutes les personnes qui sont dans le cours, ils arrêtent pas. Quand on leur demande c'est quoi un entrepreneur ou enfin, pourquoi devenir entrepreneur, bah, si on dit entrepreneur, c'est pour gagner beaucoup d'argent sans trop bosser Mm. et rapidement. Mais Mm. je sais pas si tu imagines, est-ce que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est ça? Je suis pas certaine. Non, c'est n'importe quoi. Euh, c'est pas vrai. Enfin, franchement, pour en connaître, on en connaît hein, des entrepreneurs, on en connaît Mm. énormément dans tous Mm. les domaines. Je ne crois pas que gagner de l'argent facilement et rapidement, c'est la définition de l'entrepreneuriat. C'est faux. C'est faux et c'est quelque chose qu'on veut nous faire avaler. Et c'est pour ça que on promeut en permanence l'entrepreneuriat, mais non, c'est pas vrai. C'est un parcours qui est quand même difficile. Et puis, si gagner de l'argent et tout en bossant 4 heures par semaine, c'était si simple, je pense que tout le monde le ferait, quoi. Oui, puis faut quand Donc, même pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est quand même une source de business pour l'État qui est colossale.
Ah bah oui, ça c'est Donc, clair. Ah bah quand voilà. oui, tu pousses tout le monde à entreprendre, c'est Disons facile. les choses, hein. Bah voilà. Oui, bah quand t'entreprends, t'es plus au pôle emploi, enfin, en tout cas, t'es pas catégorisé comme chômeur. Donc déjà, ça aide à réduire fictivement le chômage. Mais oui, mais c'est vrai. Mais je trouve ça dommage de sans arrêt pousser les gens à devenir entrepreneurs. Et puis, comme si c'était devenu le nouvel Eldorado social. Si t'es pas entrepreneur, t'es nul. Ouais, t'as presque honte de dire que t'es salarié. Enfin, où tu as des gens, enfin c'est dingue, des fois je fais des soirées et puis bon, forcément, j'ai longtemps vécu ce côté d'être un CV vivant, parce que dès que les gens savaient ce que je faisais, la soirée s'arrêtait, tout le monde me posait des questions. Mais ça, c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, après, les Et puis gens... maintenant, c'est encore pire, j'imagine. Tout le monde doit croire que tu as pris un gros chèque et Bah, pour l'instant, ça va, parce que je reste dans mes sphères connues, privées, donc ouais, c'est bon. ouais. Non, et puis de toute façon, en fait, je fais en sorte de pas trop en parler parce que en fait, j'aime pas, comment dire, que toute l'attention se mette sur moi comme ça, là, d'un seul coup, et que je sois presque une bête de foire. Enfin, ça reste une sphère pro. Et ce qui est dingue, c'est qu'après, si on me demande ce que je fais, machin, etc., après, les gens, ils ont honte de me dire ce qu'ils font. Mais, enfin, Parce pourquoi qu'ils se t'as sentent honte? inférieurs, tu penses? Ouais, ouais, Ouais. complètement. Il y a un sentiment d'infériorité et souvent j'entends la phrase, non mais oui, mais moi je fais pas autant de choses que toi ou oui, enfin moi c'est moins passionnant que toi quand même. Mais enfin c'est pas un concours et en fait la question c'est si t'es heureux, c'est ce qui compte, non? Donc enfin en fait voilà, il y a pas de il faut pas se dire tout le monde doit être entrepreneur, doit être chef d'entreprise. Non, c'est chacun fait déjà ce qu'il a envie de faire, là où il se sent Oui, je bien, pense que c'est là où ça, en il fait. C'est, s'épanouit. En c'est, fait, c'est c'est ça déjà qui est de important. savoir ce qui est important pour soi Exactement. et de se donner l'autorisation d'y répondre, en fait. Ouais, complètement. Que ça soit par l'entrepreneuriat ou autrement, mais peu importe finalement. Ouais, ouais, je suis Et d'accord. là, et là est la clé du bonheur parce que c'est là aussi la clé de notre intégrité. Ouais, mais complètement. Et puis, en fait, souvent, il y a le discours faites de votre passion aussi un métier. Mais si c'est juste une passion, pourquoi t'en ferais tout de suite un métier? Pourquoi il y a... Mm. En plus, voilà, il y a toujours cette dimension mercantile. Mhm. Voilà, je suis passionnée de poterie. Ah bah, tu devrais en faire un business. Bah non, mais enfin, si j'ai envie d'avoir Mm. juste mes pots dans ma chambre, je fais ce que je veux. Enfin, tu vois, il y a toujours cette idée. Ah non, mais attends, mais tu devrais en faire un business quand même. Tu D'ailleurs, peux tu vois, pas, il y tu a, peux il y pas a rester une, comme ça. il y a une question qui me venait tout à l'heure, puis on va pas tarder à clôturer parce que je pense que toutes les deux, on pourrait parler encore pendant Oui, 2 heures. Mais c'est clair. euh, euh, je pose une question ouverte à laquelle on ne répondra pas dans ce podcast, mais que deviendrait l'entrepreneuriat si l'argent n'existait plus? Ouh. Oh, bah alors là, oui. Oui, bon, j'ai ma petite idée, mais je pense qu'il y aurait moins d'engouement d'un seul coup. Je pense. Et donc, Je qu'est-ce qui pense. resterait? Qu'est-ce qui resterait? Je pense qu'il resterait. Oh là, c'est vraiment une question difficile, ça. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une question difficile. Eh ben déjà, tu aurais plus cette notion de sacrifice, Eh oui. ça c'est certain. T'aurais plus, tu l'aurais plus tout ça, cette notion de sacrifice, cette angoisse, parce que finalement, l'angoisse, elle vient aussi de la performance économique de ta boîte. Mm. Ah, ça changerait beaucoup de choses. Et tu Ah vois, oui, là, comme ça pousserait chacun à être dans son pouvoir personnel, ouais, complètement. à J'allais te prendre dire, en sa fait, place. il resterait que les passionnés, enfin, il resterait les authentiques, Ouais. ceux qui, tu vois, c'est pour moi, il y a cette notion-là. Si t'enlèves le côté argent, ouais. Ah, c'est une Et vaste puis, question. on en reviendrait à qui, pour moi, est la mission d'une entreprise, c'est de contribuer au collectif. Oui, ouais, complètement. Oui, il y aurait Il y a une utilité d'autres, sociétale. ouais, c'est ça. Il y aurait d'autres enjeux complètement. Il y aurait ces idées de solidarité, d'entraide, Mm, de soutien, de bienveillance. Ouais, mm, complètement. Ouais, mm. je suis d'accord. Et donc, on serait dans quelque chose de circulaire, en fait. Oui, tout à fait. Mm, D'échanges, mais non mercantile. C'est mhm, ça. mhm. Et donc, s'il y avait. Mais tu sais, j'ai souvent cette discussion parce que euh,
aussi, moi, je navigue beaucoup dans la sphère de la spiritualité, etc. Et il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité qui croient et qui disent qu'un jour, l'argent n'existera plus. Que le nouveau monde ou qu'un monde meilleur, ça serait un monde sans argent. Et souvent, quand j'ai ce genre de sujet dans mes accompagnements, je pousse la personne à imaginer vraiment un monde sans argent. Et à chaque fois, on en vient à quelque chose qui revient un peu à ce qu'on disait. Si vraiment il n'y avait plus d'argent, on serait obligé d'assumer complètement notre potentiel. Ouais. Alors là, ce serait... Puisqu'il n'y aurait aucun moyen de comparaison. Non. Bah non, t'aurais pas... Non, c'est vrai. Et donc, à chaque fois, je dis, mais on a quand même encore beaucoup de chemin à faire avant d'en arriver là. Ne plus avoir aucun moyen de comparaison. Ah ouais, ça serait. Je sais pas si ça pourrait. J'ai pas idée de si ça peut exister. Si ça peut exister un jour. Je t'avoue. Je ne sais pas. Et on le saura peut-être pas. Non, je saurais pas te dire. Vaste sujet. Ouais, puis c'est une belle façon aussi d'arriver à la fin de notre échange. J'ai 3 dernières questions pour clôturer cette conversation. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à propos de tes priorités, ton actu des 6 prochains mois? Eh bien, déjà, ce sur quoi je travaille, mais je prends mon temps pour que ce soit, pour une fois, je prends mon temps pour que ce soit bien fait et que ce soit vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est cette activité, d'accompagnement, de coaching des entrepreneurs. Je sais pas exactement quelle forme, parce que j'aimerais aussi intégrer une partie avec les chevaux. Enfin, voilà. Donc ça, c'est ce qui va en tout cas voir le jour dans les 6 prochains mois. Toujours les chevaux, évidemment, avec des allers-retours au Portugal, j'espère très très vite. Mais ça, c'est évident. Et puis me reposer un petit peu pour la première fois presque de ma vie. Mais quand je dis me reposer, c'est pas dormir ou quoi, c'est juste faire un peu tout ce que j'avais envie de faire et où j'étais bon, je ferai ça plus tard quand j'aurai vraiment le temps ou non, ça viendra plus tard, ça viendra plus tard. Donc voilà, je vais prendre du temps pour toi. Ouais, je vais prendre un petit peu de temps. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Je vais recommencer un peu à lire aussi. Enfin voilà, des choses toutes bêtes. Mais voilà un peu le programme et l'actualité. Ouais, exactement. Magnifique. Et alors, je pourrais encore partir là sur ton pourquoi pour aller trouver, tu vois. Mais bon, là, c'est ma posture de coach qui prend le dessus. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast, Gwenaëlle? Ah, oh là là, il y a quelqu'un que j'adorerais entendre. C'est Morgane Césalori de Cézanne. Ouais. Yes. Ouais. C'est une personne que j'aime beaucoup. Je l'ai jamais rencontrée, hein, attention. Mais je sais pas. C'est une personne que j'admire énormément. Que j'aime beaucoup. Ce serait Morgane de Cézanne. Très belle idée. J'espère avoir l'honneur de la recevoir dans ce podcast. J'espère, ce serait génial. Ce serait top. Et puis pour terminer, Gwenaëlle, avec quoi toi tu repars de cette conversation? Je repars avec cette plus de clés pour comprendre aussi mon expérience entrepreneuriale, ce qui m'aide aussi à savoir un peu plus qui je vais être dans le sens professionnel et puis un peu personnel. Et j'aime beaucoup cette leçon par rapport à la liberté. C'est une clé que je n'avais pas. Je repars avec ça. Je repars avec ce rapport à la liberté parce que j'avais pas la clé, j'avais pas eu l'échange opportun, j'avais pas eu le recul ou les bonnes questions. Et c'est une clé qui est très intéressante pour moi en fait, qui est très importante aussi, je pense. Magnifique. Et c'est peut-être la clé de ce nouveau projet d'accompagnement. Ouais, c'est peut-être une des clés complètement. Ouais. Mais c'était une très très belle conversation et effectivement, ça aurait pu durer
Des heures. On va continuer en off. Avec plaisir. Où est-ce que les personnes peuvent te contacter, Gwenaëlle, si bien évidemment tu es d'accord qu'on te contacte? Alors, le plus simple, c'est de me contacter via Instagram. Comme ça, après, je donne mes coordonnées, que ce soit pour les chevaux, le coaching, juste une discussion, la maison d'hôte. Donc, sur mon Instagram, Gwenaëlle Gonzalez, tout simplement. On me reconnaîtra, il y a plein de chevaux. Ouais, non, mais je mettrai le lien de ton Insta dans la description, ainsi que le domaine, Lusitano Sélection. On mettra également Nuo. Bien sûr. Un immense merci, Gwenaëlle, pour cet échange également. si riche. Oui, c'était top. C'était un vrai bon moment. On te souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2023. Merci beaucoup, Ombline. Waouh! J'ai eu tellement de plaisir à enregistrer cet épisode avec Gwenaëlle et à le réécouter. J'espère que vous aussi. Et pensez à le partager, ne serait-ce que sur WhatsApp, à des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont besoin d'entendre cette conversation. Je vous retrouve très vite avec un prochain invité. Et d'ici là, vous pouvez me contacter pour créer des conversations ensemble sur Instagram, sur LinkedIn ou par email ombeline@ombelinbecker.com. À bientôt.